On va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. D'abord, cette réunion des ambassadeurs de l'OTAN qui va commencer dans quelques minutes à Bruxelles, réunion à la demande de la Turquie. D'après Hürriyet, le journal turc, Ankara a demandé à ce que cette réunion se tienne dans le cadre de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, qui autorise un membre de l'OTAN à demander des consultations à ses alliés en cas de menace pour son intégrité territoriale, une menace que ferait peser sur la Turquie et l'organisation État islamique et le PKK, d'après le quotidien turc, qui explique que l'une des qualités d'Erdogan, c'est sa capacité à réduire un problème complexe en une seule équation simple à résoudre en tant que telle, je cite, à savoir déclarer la guerre aux djihadistes et ouvrir un second front contre le PKK en Irak dans le but de récupérer les voix perdues lors des législatives du 7 juin dernier. Le calcul serait le suivant: en galvanisant l'opinion et en affaiblissant les partis kurdes qui ont réussi, on le sait, à récupérer une partie des voix qui allaient jusque-là au parti d'Erdogan, l'AKP. Erdogan espère se renforcer lui-même et emporter largement les élections anticipées qui pourraient avoir lieu rapidement s'il ne parvient pas à former un gouvernement de coalition avant la fin du mois d'août. Les calculs électoralistes d'Erdogan à l'origine de sa stratégie chaotique au Moyen-Orient, c'est la théorie du Washington Post qui s'alarme du vortex, du tourbillon de violence qui est en train de se former en ce moment au-dessus de la Turquie. À la une de la presse également, la tournée africaine de Barack Obama. Il est en ce moment en Éthiopie. Il s'exprima tout à l'heure devant l'Union africaine. Son discours est très attendu. Ceux et celles qui espéraient qu'Obama se montre plus incisif à l'égard des dirigeants africains en général et kenyans et éthiopiens en particulier sont restés, on le sait, sur leur faim. C'est ce que rappelle The Daily Beast, qui regrette qu'Obama n'ait pas réellement évoqué les vraies difficultés auxquelles ces deux pays sont confrontés, préférant, on le sait, mettre l'accent sur la sécurité et l'économie. À Addis Abeba, en Éthiopie, Obama a surtout évoqué la situation humanitaire au Soudan du Sud et plaidé pour la signature rapide d'accords de paix en appelant le président Salva Kiir et le chef des rebelles Riek Machar à parvenir à un accord de paix dans les prochaines semaines, je le cite. C'est ce que rapporte The New York Times, qui rappelle que la création de l'État du Soudan du Sud, il y a 4 ans, était présentée comme le chef-d'œuvre, comme le point culminant de la politique africaine de Barack Obama. 4 ans plus tard, le triomphe s'est transformé en tragédie, constate le journal. Le pays, on le sait, est aux prises avec une guerre civile qui a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé plus de 2 millions de civils. Et Libération nous rappelle que les premières victimes de cette guerre civile, ce sont les enfants. Le quotidien français raconte comment l'ONU tente de ramener chez leurs parents ces jeunes civils qui ont fui le pays, fuient les exactions dont ils ont été les cibles, que ce soit en raison de leur appartenance ethnique, de leur nationalité ou de leur soutien supposé à l'une ou l'autre partie de ce conflit. Libé évoque des atrocités commises par les deux camps, des tortures d'enfants, des viols, des recrutements d'enfants soldats, des attaques d'hôpitaux et de camps de réfugiés, et une situation extrêmement inquiétante, je cite, alors qu'une famine de grande ampleur est à craindre. Les ONG estiment que 3,8 millions de Sud-Soudanais souffrent actuellement de la faim et que ce nombre pourrait atteindre rapidement les 4,5 millions de personnes. Dans la capitale Juba, cette situation n'a pas empêché le président Salva Kiir de fêter avec faste le 9 juillet les 4 ans de l'indépendance de son pays, raconte Libération. Salva Kiir qui était pour l'occasion entouré de dizaines d'officiels, de représentants de pays étrangers et de l'état-major de son armée. On termine cette revue de presse aux États-Unis. Daily Beast ressort le linge sale de Donald Trump, en l'occurrence les accusations de son ex-femme Ivana. On a pas mal évoqué ici le lancement tonitruant de la campagne du tycoon et notamment ses déclarations choc, notamment sur le fait, je le cite, que le Mexique ne fait qu'exporter de la drogue, des violeurs et des criminels aux États-Unis. Le viol, un crime dont il se serait rendu lui-même coupable. C'est en tout cas ce dont avait témoigné son ex-femme Ivana, qui avait dit au moment de leur divorce en avoir été victime de la part de son mari Donald Trump. Les faits se seraient produits en 1989 et avaient été rapportés dans une biographie publiée en 1993. C'est ce que rappelle The Daily Beast, qui livre les détails d'ailleurs sordides du témoignage d'Ivana Trump à l'époque, des accusations auxquelles Hélène, l'avocat de Donald Trump, a répondu hier en expliquant que le viol, je cite, ne peut pas se produire au sein d'un couple marié.
Propos répétés par The Guardian, qui rapporte également que cet avocat, Michael Cohen, a menacé le reporter du Daily Beast qui a fait ressurgir cette histoire, de le traîner devant la justice en termes choisis. Je ferai saisir le moindre centime que vous n'avez même pas, aurait-il dit au journaliste. Je foutrai votre vie en l'air aussi longtemps que vous serez sur cette planète. Michael Cohen, donc au verbe aussi fleuri que son patron, et qui n'est pas très au fait de la loi, puisqu'il n'a jamais entendu parler, semble-t-il, de l'existence du viol conjugal. Voilà pour cette revue de presse internationale. Merci beaucoup Hélène. Restez sur France 24, l'information continue.